semences gratuites pour booster la filière de la noix de cajou, un projet du chef de l'État qui vise 200 000 hectares de plantations dans 17 préfectures. Demain, le monde entier célèbre la journée de la télécommunication. Elle a pour but de sensibiliser l'opinion sur l'utilisation de l'Internet. Le Kontigi de la Basse-Guinée a été intronisé. Eladj Sekouna Souma a regagné hier son Dubreka natal. Il a désormais une grande mission, unir tous les ressortissants de cette région naturelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'anacarde, une filière porteuse qui prend une dimension mondiale. En Guinée, le programme national de développement de la filière de la noix de cajou a été lancé. Le moment est opportun pour la Guinée qui entend réaliser 200 000 hectares de nouvelles plantations d'anacardiers dans 17 préfectures. Fodé Camara nous en dit plus. Les premières pluies ont commencé et par ricochet, les producteurs reprennent le chemin des champs. Là-dessus, face à la presse, impossible d'esquiver les nouvelles orientations liées à la grande rentrée des classes du monde rural. Dans cette politique volontariste du président de la République pour la campagne agricole 2016, le programme national de développement de la noix de cajou est logé à la bonne enseigne. Si nous voulons collaborer avec le Kenya, l'Éthiopie et le Rwanda, on ne peut pas non plus sauter la Côte d'Ivoire qui a une très bonne expérience au niveau de l'agriculture. Donc, le haut représentant est revenu, sa mission a été un succès puisque les ministres vont venir et des cadres aussi vont venir qui ont l'expérience là-bas pour venir travailler avec nos cadres. Nous avons donc décidé de relancer sérieusement les produits d'exportation. C'est ainsi que nous allons mettre la semaine prochaine 500 tonnes de graines d'anacardier pour faire 200 000 hectares dans 17 préfectures. Actuellement, nous ne faisons que 45 000 hectares, alors que nous pouvons faire beaucoup. De Serre-Touréa, destination les rives du Rio Nunez, terre de prédilection pour la promotion de l'anacardier, une spéculation agricole à forte valeur ajoutée. Ici à Boké, cette filière porteuse attire de nombreuses bonnes volontés, motivées par des ventes très rémunératrices. Ce président, c'est un président de développement. Je viens d'apprendre qu'on a plus de 2 millions d'hectares. Aussi, là on peut planter l'acajou. Donc ça peut nous rapporter des devises comme les mines, sinon plus. Parce que la tonne de l'acajou, à l'heure là, c'est négocié à l'extérieur entre 1000 et 1200 dollars, comparé à la tonne de bauxite et autre chose. Misé sur le marché international sous toutes les formes à cause des multiples utilisations des produits de l'anacardier, aussi bien la pomme que la noix, que les écorces, que les feuilles, tout a une valeur dans l'anacardier. Et prisé à cause également du revenu que ça rapporte aux producteurs, un revenu assez important qui, de manière substantielle, renforce l'économie de la famille rurale. Déjà, pour démarrer la réalisation de 200 000 hectares de nouvelles plantations, 400 tonnes de semences seront achetées et conditionnées à Boké, puis distribuées gratuitement aux planteurs d'anacardier dans les 17 préfectures des grands bassins de production de la Basse et de la Haute-Guinée. Nous avons pu sillonner les grandes zones de production de cajou et nous avons trouvé un engouement disons extrêmement important au niveau et des planteurs et des collecteurs et des acheteurs, et sur la base d'une concertation qui a été organisée autour de monsieur le gouverneur de la région, nous sommes arrivés à un accord pour véritablement assurer le succès donc, de ce programme. Vecteur d'autonomisation socio-économique des jeunes, la noix de cajou se fait une grande place au soleil. À travers la distribution d'un matériel végétal de qualité, l'encadrement pour les itinéraires techniques et la structuration en groupement pour la professionnalisation des planteurs d'anacardier. K-Énergie, fournisseur d'électricité, l'un des partenaires de l'État, était ce matin face à la presse. Son PDG manifeste son engagement à produire l'électricité pour le bien-être du peuple de Guinée. Cela fait suite à une polémique relative à un malentendu entre sa société et l'État. Des précisions dans ce reportage de Tcherno Ousmane Diallo.
Avec ces centrales thermiques, 75 MW peuvent être ici produits pour booster la fourniture en courant électrique dans la capitale. Un peu plus d'un an après l'installation de ces équipements à Kaloum, le responsable de K Énergie réitère son engagement à accompagner l'initiative présidentielle d'électrification du pays. Un engagement réitéré face à la presse sur un ton qui traduit un certain mécontentement après des propos relayés par certains médias qui mettraient en doute le respect des accords côté gouvernement et le fonctionnement des centrales. Derrière moi, vous avez les centrales qui tournent, 3 centrales, dernière génération, ici, qu'on a amenées à la demande du président, qui est le chef de l'État, et je ne vois pas pourquoi il y a d'autres personnes qui se mêlent entre nous et l'État guinéen, alors que nous servons les Guinéens eux-mêmes. Mon rôle aujourd'hui, c'est de livrer le courant. L'énergie produite ici est mise à la disposition d'EDG qui en assure la distribution. Plus de 200 millions de dollars ont été investis dans ce projet par K Énergie, qui dit aujourd'hui vouloir accroître ses investissements afin de contribuer activement à l'éclairage de la Guinée, comme pour dire que tout va bien. Et puis, le ministère des Travaux publics vient d'élaborer un programme quinquennal de réhabilitation du réseau routier local. Ce programme qui définit 59 activités vise, entre autres, à assurer le maintien et l'amélioration des infrastructures. La première phase donne la priorité aux jeunes et l'adoption d'une fourchette de prix unitaire dans les travaux routiers. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Malgré les énormes efforts du gouvernement, le réseau routier guinéen éprouve des besoins urgents pour sa construction ou son entretien. Pour faire face à ces défis majeurs, un vaste programme de 5 ans est élaboré par la nouvelle équipe dirigeante du département des travaux publics. 59 activités sont alors à réaliser pour améliorer le réseau routier sur l'ensemble du territoire national. La première phase de ces activités met à contribution la jeunesse et bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne. Pour cette première phase, d'identifier parmi les 400 jeunes, j'ai pris un premier groupe d'environ 100 jeunes. Les 100 jeunes-là, je les ai répartis en 3 groupes. Chaque groupe va travailler sur une activité qui est nécessaire pour le département. Ces jeunes cadres, avec l'appui de 3 experts internationaux, doivent fournir des informations précises sur le coût unitaire des travaux publics, identifier toutes les dégradations routières pour une programmation ponctuelle et planifiée. Ils doivent aussi impliquer les collectivités dans la prise en compte de leurs besoins en termes d'infrastructures routières. Un projet quel qu'il soit, il y a 3 facteurs essentiels qui concourent à sa bonne mise en œuvre. Il y a naturellement les délais d'exécution, il y a les coûts et puis il y a la qualité. Cette mission, plus précisément, s'attache justement au facteur coût. Facteur coût pour justement essayer de maîtriser ce facteur-là qui est très important. Au ministère des Travaux publics, nous sommes en train de lancer beaucoup d'actions avec Madame la ministre qui a lancé différentes orientations donc, pour mettre les chaussées, je dirais, en état. Donc il s'agit de connaître d'abord leur état. Donc vous avez pu voir que nous avons mis un certain nombre de jeunes ingénieurs au travail à ce niveau-là. D'autres travaillent sur les coûts, puisqu'il va s'agir de passer des marchés. Donc on travaille également sur les coûts. Et puis petit à petit, nous allons nous intéresser à la décentralisation. Et donc là aussi, il y aura un certain nombre d'actions dans ce domaine-là. Donc vous voyez, c'est très varié. Pour faire face aux nombreux défis de réhabilitation des axes routiers, le département des travaux publics multiplie les initiatives pour améliorer ses services et mettre un terme à l'improvisation dans les activités. Formation des acteurs politiques et des membres de la société civile, un appui technique pour renforcer leur capacité de maîtriser chaque étape du processus électoral pour une élection libre, transparente et fiable. Saïdou Diallo nous signe ce reportage. Pour les futures élections, la CENI envisage d'outiller ses partenaires sur le mode d'organisation des scrutins. Une option qui vise à mieux harmoniser les connaissances sur les différentes étapes du cycle électoral. Nous pensons et nous croyons qu'en sortant d'ici, vous deviendrez de nouveaux acteurs engagés
avec de nouveaux outils pour permettre peut-être de jouer pleinement votre rôle dans l'espace public. Et pour y arriver, cette fois, Bridge est le modèle choisi. Il donne toutes les directives pour bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élection. Un renforcement de capacité bien accueilli par les partenaires qui voient ce geste de la CENI comme une volonté de mettre en place une administration électorale efficace dans notre pays. C'est bien la première fois qu'il y a un tel atelier. Ça veut dire que la commission électorale mesure l'enjeu de ces élections. Cela veut dire aussi la charge de responsabilité qui pèse sur vos épaules en ayant été désigné par vos structures respectives pour prendre part à cet atelier. Nous parlons d'élections locales et je me plais à dire que toute démocratie est d'abord locale. Comme tout développement est d'abord local. Donc ces élections sont probablement les plus importantes dans le processus dans lequel la République de Guinée s'est engagée. Financé sur fonds propres par la CENI, cet atelier de renforcement de capacité contribuera à coup sûr à éviter une méconnaissance des procédures par les acteurs politiques et membres de la société civile. Ceci pour réussir un bon déroulement du chronogramme. Les directeurs de formation et des centres d'apprentissage de 11 banques centrales d'Afrique francophone étaient en mission de travail à Conakry pour harmoniser leurs données sur la gestion de carrière. Au terme des travaux, ils ont été reçus par le gouverneur de la Banque centrale, Boubacar Ba. Problématique de la formation et de l'employabilité des seniors dans les banques centrales francophones. C'est le thème retenu pour abriter la 12e réunion annuelle des directeurs de formation et des centres de formation des représentants de 11 banques centrales d'Afrique francophone et d'Europe. On le sait, la durée de carrière des travailleurs est allongée dans toutes les banques centrales, ce qui implique de fait le vieillissement du personnel. Une situation qui a motivé les autorités de ces banques à mieux renforcer la formation, développer l'employabilité et échanger sur les derniers développements des nouvelles technologies monétaires et bancaires, ce qui permettra d'obtenir une meilleure gestion des carrières et une amélioration constante de la productivité des institutions bancaires. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus nous donnent l'occasion de réitérer l'engagement de la Banque centrale de la République de Guinée à mettre en œuvre les résolutions découlant de cette réunion et à poursuivre ses efforts pour l'approfondissement de la coopération entre nos différentes institutions. L'UNCN Inabe s'est réjoui de l'avancée significative de nos banques au regard du parcours et des grands défis liés à la souveraineté monétaire de nos États. De l'avis des participants, cet atelier se situe au centre des préoccupations. Bien sûr, la planification stratégique, il y a la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et d'autres dispositifs tels que la mobilité, la gestion des carrières. Tout repose sur le développement des ressources humaines. Nous sommes confrontés à un personnel vieillissant, mais il faut les garder actifs. Leur permettre de servir, de se sentir utile. Et pour cela, il faut former tout le monde. Signalons que les banques centrales francophones étaient largement représentées comme le Maroc, le Congo, la BCAO, la France, l'Algérie, Madagascar, les Comores et tant d'autres. La Bundesbank d'Allemagne a également fait le déplacement. La 13e session de la réunion annuelle se tiendra en France en 2017. La journée internationale de la famille a été célébrée hier dans le monde entier. C'est la localité de Kolonkala, dans Bofa, qui a abrité les festivités sous le thème « Famille, bonnes pratiques d'hygiène et solidarité ». Cette journée offre l'occasion d'étudier les questions relatives à la famille et mettre en lumière les points d'intérêt et d'importance. Mohamed de Camara. Kolonkala, dans la sous-préfecture de Tunifili, préfecture de Bofa. Cette localité a connu en septembre dernier une catastrophe naturelle provoquée par un éboulement. Le drame a fait 8 morts et a rendu plus de 290 personnes sans abri. 9 mois après, les 70 familles sinistrées vivent dans ces tentes de fortune. Pour partager leurs difficultés, le département de l'action sociale, à travers ses partenaires, apporte à l'occasion de la Journée internationale de la famille
cette assistance alimentaire et vestimentaire aux populations sinistrées. Nous pouvons remercier le gouvernement et on remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés du près ou de loin. Nous sommes très heureux de recevoir. C'est symbolique, c'est vrai, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la famille de Kolonkala n'est pas oubliée. Ça veut dire que la famille de Kolonkala est au milieu des préoccupations du gouvernement. Et ce que nous sollicitons aujourd'hui et qui est primordial pour cette population de Kolonkala, c'est la délocalisation et l'appui nécessaire pour que ces familles puissent s'offrir encore des abris. À travers cette solidarité, le gouvernement entend redonner le sourire aux populations sinistrées. Nous avons trouvé opportun de venir aujourd'hui les apporter au nom du gouvernement guinéen, au nom du président de la République et au nom du ministère de l'Action sociale, venir au secours de ces populations qui sont sinistrées, qui ont tant besoin de l'aide et qui ont tant besoin de la solidarité. C'est une manière d'agir dans le même sens que la communauté internationale, qui n'a pas choisi au hasard cette journée de la famille, qui pense que la famille est l'unité centrale de l'humanité. Et si la famille n'est pas soudée, n'est pas solidaire, la paix devient difficile dans le monde. Les populations sinistrées de Kolonkala saluent le geste humanitaire et demandent plus d'efforts pour qu'elles trouvent des abris, surtout à l'approche de cette saison hivernale. À Kindia, dans la ville des Agrumes, une synergie d'action entre les agents de santé communautaires et les populations est mise en place en vue de lutter efficacement contre la maladie à virus Ebola. Reportage à Abdrahman Kouladialo. Créer une synergie d'action entre agents de santé de la préfecture et les populations en vue de lutter plus efficacement contre la maladie à virus Ebola. C'est l'objectif de cette cérémonie organisée par la direction préfectorale de la santé de Dubreka en collaboration avec l'OIM Guinée et de l'IMC sur financement de l'USAID et de certains partenaires au développement. L'objectif est de faire participer la communauté dans la surveillance à travers les agents de santé communautaires qui vivent dans la communauté au niveau de chaque village, au niveau de chaque quartier. Et c'est eux qui sont les premiers à savoir les événements de santé qui se passent dans leur quartier, dans leur village et même dans leur maison. Pour éviter toute réapparition de nouveaux cas de la maladie à virus Ebola, nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle la surveillance active en ceinture, qu'on a appelé la SACENT. La SACENT est actuellement en train de prendre le corps au niveau de nos préfectures, bien sûr les préfectures les plus touchées. Donc avec cette nouvelle stratégie, nous sommes sûrs qu'aucune surprise provenant de ce virus maudit qu'on appelle Ebola ne pourra encore nous prendre de court. La fin de cette cérémonie a été marquée par la remise des motos, des panneaux solaires, des ordinateurs de bureau et certains accessoires aux agents de santé de la préfecture. Comme annoncé au sommaire, l'humanité célèbre demain, 17 mai, la journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information. L'événement est marqué en Guinée par le lancement de la semaine du numérique. Les acteurs économiques et sociaux seront sensibilisés sur l'entrepreneuriat dans l'écosystème du numérique. Suivez un extrait de la déclaration du ministre des Télécommunications au micro de Salioba. En République de Guinée, la célébration de cette journée sera suivie d'activités pour sensibiliser les acteurs économiques et sociaux, promouvoir l'entrepreneuriat dans l'écosystème du numérique. L'organisation de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique vient répondre à des besoins de sensibilisation, de découverte de talents et d'initiative et de vulgarisation des technologies de l'information et de la communication dans notre pays. De nouveaux métiers, de nouvelles opportunités se créent et de nouvelles économies se mettent en place et les usages des technologies se diversifient. Ce développement des applications et des usages s'accompagne de risques liés à l'apparition de nouvelles formes de délinquance. C'est pourquoi le gouvernement a adopté une série de projets de loi relatifs à la sécurité dans le cyberespace, la protection des données à caractère personnel, la sécurisation des transactions électroniques et la réforme du secteur de la poste.
Ces instruments légaux et réglementaires permettront d'encadrer les usages et mieux protéger les usagers. La création du Conseil national de promotion des TIC pour tous aidera également à mettre en place des programmes pour améliorer le taux de pénétration des technologies dans les ménages, l'administration, dans les écoles et dans l'industrie. Un autre détour à l'intérieur du pays, dans la région de Boké, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité les institutions d'enseignement et de recherche. Objectif, faire le diagnostic en vue d'une orientation des ressources pour des contenus adaptables au marché de l'emploi. Francis Collier. Les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique du pays, le ministre Abdoulaye Baldé cherche à connaître les besoins réels du secteur. Une démarche qui vise à orienter les ressources disponibles en vue d'une formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Dans la région de Boké, 5 institutions, dont une privée et 4 publiques, ont fait l'objet de cette visite diagnostique. De l'Institut Roi Mohamed VI de Kamsar au Centre de recherche et de valorisation des plantes médicinales, en passant par l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, l'Olacodiculture de Tanene et l'Institut des arts de Guinée, on parle de manque d'infrastructures, d'équipements et de formation des formateurs en ce qui concerne le personnel enseignant. Il faut, avec la création de l'école d'excellence, il faut que les professeurs et étudiants, chacun parle l'anglais et français, c'est-à-dire bilingue. Donc par conséquent, il faut effectivement insérer dans le cursus la langue anglaise. Durant tout le parcours, le ministre a échangé avec toutes les structures relevant de ces institutions. Pour avoir de la formation de qualité, il faut répondre à ces exigences-là en termes de formateurs, la qualité des formateurs, la qualité des contenus des programmes. D'ailleurs, nous sommes en discussion avec le secteur privé d'une part pour pouvoir développer des formations adaptées aux besoins de l'économie et de la société. Mais à l'intérieur même du gouvernement, nous discutons avec d'autres ministères comme le télécom pour voir dans quelle mesure on peut apporter des solutions aux problèmes qui se posent à l'enseignement. Donc il y a aussi les questions d'équipement, il y a aussi les questions d'infrastructure. Au regard de l'inadéquation de la formation à la réalité du marché de l'emploi, les autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se disent déterminées à se battre sur tous les fronts afin de donner du contenu au programme. Un moyen sûr pour garantir l'emploi à travers des stages et le service civique après les études. À la même page, Expo Science 2016 à la Citadelle, une exposition scientifique qui permet aux apprenants de démontrer leur talent en fin d'année scolaire. Cette 5e édition a touché plusieurs domaines scientifiques dont la démarche est de lier la théorie à la pratique. Moussa Bangoura. Cette transformation du sucre en énergie annonce l'ouverture de l'Expo Science 2016 dans cet établissement scolaire de la haute banlieue de Conakry. 5e du genre, cet événement permet aux élèves de montrer leur talent en fin d'année. Une opportunité de lier la théorie à la pratique en vue d'une meilleure compréhension des cours enseignés. Nous cherchons toujours à augmenter l'encouragement de nos enfants à la scientifique et pour leur préparation dans leurs avenirs et reformer des jeunes citoyens guinéens pour mieux servir dans le pays. De l'autre côté, le matériel utilisé est un matériel pas forcément sophistiqué. Une grande partie est réalisée à partir des matériaux de récupération. Et je pense que cela est une bonne indication pour l'ensemble de nos écoles qui doivent réhabiliter les expériences, les travaux de laboratoire. Plusieurs domaines de compétences sont concernés par cette exposition. La chimie, la physique, l'histoire du football contemporain, l'art culinaire, les œuvres d'art plastique, les jeux, l'informatique, les théorèmes en géométrie et j'en passe. Des démonstrations qui impressionnent les visiteurs. J'ai été marqué par le stand où on explique l'effet de la nicotine, de la cigarette sur la santé de l'homme. Cela permettra de sensibiliser les gens, surtout si on les apprend à bas âge,
Parce qu'actuellement, on voit nos enfants qui fument, qui boivent. Donc là, ils sont sensibilisés, c'est une bonne chose. Et il y a aussi l'effet de consommation de boissons gazeuses. Ça aussi, ça a un effet néfaste sur l'organisme. C'est bon de sensibiliser les enfants à bas âge avant qu'ils ne prennent de mauvaises habitudes. Et je trouve ça fabuleux. Quand je suis venu, je suis tombé sur la mesure du poids. J'ai connu mon poids, j'ai connu ma taille aussi. Et cela a permis aux enfants de faire une ordonnance à mon intention. Et ils m'ont conseillé que je sois en surpoids, donc de manger comme il faut et de faire le sport. La citadelle envisage d'organiser 2 fois dans l'année ces expos scientifiques en vue de mieux préparer ses élèves aux différents concours nationaux du pays. Dernier titre de cette édition, pour perpétuer la tradition, le nouveau Kontigi de la Basse-Guinée vient d'être intronisé. Cet honneur revient à El Hadj Sekouna Souman. À séance tenante, le Kontigi a reçu son bonnet, l'insigne du pouvoir qui représente les charges qui lui sont assignées. Alia Kamara nous décrit ce moment solennel. La Basse-Guinée est assurément la région du pays, a donné naissance à une floraison de mouvements et structures. Outre sa coordination, la région connaît l'existence de la COBAG et autres formes d'organisation. Mais qui a plus de légitimité pour être le porte-parole sur le plan social et coutumier? Le Kontigi, récemment installé dans la ville de Kindia, sera cette autorité, une espèce de guide pour harmoniser les points de vue. Nous voulons un guide qui puisse permettre aux ressortissants de la Basse-Guinée réellement d'être unis. Car nous savons que naturellement en Basse-Guinée, l'unité d'action n'est pas facile. Mais nous pouvons obtenir l'unité de résultat. Et grâce à l'entregent du Kontigi, nous sommes persuadés que tous les basse-côtiers vont se donner la main sans tenir compte de leur appartenance ethnique. Installé à Kindia pour un mandat à vie, le Kontigi est raccompagné jusque dans sa préfecture d'origine. C'est là qu'il va recevoir dorénavant toutes les délégations qui viendront le consulter pour conseil. El Hadj Sekouna devra désormais définitivement tourner la page de ses prises de position politiques. Il reste aussi attentif aux préoccupations de la nation. Le président de la République est au-dessus de toutes les autorités civiles, militaires, administratives ou morales. Alors, si le président de la République veut voir notre Kontigi, c'est son droit de le faire venir et il ira. Difficile de définir sa voie dans un pays où tout, malheureusement, est politisé, depuis la religion jusqu'à la simple salutation entre voisins. Mais le Kontigi de la Basse-Guinée pourrait, en attendant, mettre son expérience au service du comité provisoire de réflexion pour la réconciliation nationale. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.